Puis alors, du coup, la parole est à Franck. Pour une Bonjour à tous. présentation. Bonjour à tous. Merci beaucoup Delphine, Anna et Nadine. Merci à la ville de Courbevoie pour son accueil très professionnel et chaleureux comme toujours. Donc, je m'appelle Franck Baudouin, je suis avocat, j'interviens particulièrement dans le secteur du droit des affaires et notamment sur les aspects de création d'entreprise et sur les aspects qui vont nous intéresser plus particulièrement ce matin, à savoir tout ce qui touche au contrat, aux conditions générales, à la propriété intellectuelle et aux données personnelles lorsque vous êtes en phase de création de votre entreprise. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter ces quelques questions et de prendre aussi toutes vos questions et de pouvoir y répondre. Donc, soit que vous vouliez les poser par la vidéo, soit par le chat. Et en termes de support, je vais utiliser donc une petite présentation sous forme de diapositive, ainsi que mon site internet, particulièrement à cette adresse droit.co/e-commerce guide modèle. Donc, je vais tout de suite vous coller le lien dans le forum de discussion. Comme ça, ceux qui le souhaitent peuvent y accéder directement et ou y accéder plus tard et le garder. Et donc voilà, sur cette page droit commerce, droit.co e-commerce guide modèle, vous retrouverez une petite synthèse, les liens vers un certain nombre de modèles dont on va parler ce matin, ainsi que la présentation que je vais vous diffuser, les diapositives. Je viens de les insérer à l'instant sur la page. Donc, au bas de la page dont je viens de vous donner l'adresse, vous trouverez ma présentation mes diapositives et vous pouvez les consulter sur la page ou les télécharger. Donc, tout d'abord, ce que je vous propose de traiter comme aspect, c'est la propriété intellectuelle du site Internet. Vous le savez, un site Internet, c'est fait d'aspects techniques, informatiques et pour le reste de contenu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent des sites Internet qui sont déjà faits et donc on va dire le cœur de la propriété intellectuelle en général pour des créateurs d'entreprises. C'est vraiment tout ce qui va concerner le nom de domaine, les éventuels noms commerciaux que vous pouvez utiliser sur votre site Internet, en plus du nom de domaine à proprement parler. Tout ce qui va traduire votre image de marque, comme les logos, les slogans, les textes, aussi les images qui peuvent soit illustrer vos produits, soit être d'une manière générale utilisées par vous pour des questions de design ou autres. Dans la propriété intellectuelle, on peut aussi aborder les questions de représentation des produits. On évoquera rapidement la façon éventuelle de protéger des concepts et des idées, ce qui est le plus difficile en droit. Donc, on verra qu'il y a un faisceau de protection qu'on peut mettre en place pour ça, mais il n'y a pas une protection strictement adaptée à ça. A priori, les concepts ne sont pas en eux-mêmes protégeables. En ce qui concerne le site Internet, vous avez aussi tous les aspects charte graphique. Donc, généralement, si vous avez utilisé un éditeur de site Internet, comme par exemple WordPress ou Shopify, ce genre de choses, normalement, vous n'avez pas forcément beaucoup de personnalisation et donc, ce n'est pas forcément votre propriété intellectuelle. Les autres aspects de la propriété intellectuelle, les bases de données. Donc ça, généralement, vous allez utiliser vos bases de données. Et puis, code logiciel. Là encore, si vous utilisez des éditeurs tiers, normalement, ce n'est pas votre propriété intellectuelle qui est concernée, sauf si vous faites faire des développements spécifiques. Donc, voilà, rapidement, comment est-ce qu'on peut protéger ces actifs? On voit que les actifs sont multiples. Les protections aussi sont multiples. Donc, on peut citer la marque, les dessins et modèles, le droit d'auteur, les droits des producteurs de bases de données. Et puis, voilà, d'une manière générale, ce dont je vous parlais, un faisceau de protection, notamment pour appréhender des choses comme les concepts qui sont sinon pas directement protégés, qu'on ne peut pas directement protéger au regard du droit de la propriété intellectuelle. Donc, par rapport à ces actifs, ce qu'on peut dire, c'est que la marque
est le moyen de protection le plus adapté pour un site internet parce que on peut appréhender beaucoup de choses avec la marque. Et en deuxième, je dirais que c'est le droit d'auteur. Donc, avec un dépôt de marque, concrètement, vous pouvez déposer votre nom de domaine, vous pouvez protéger vos noms commerciaux, protéger vos slogans, protéger vos logos, protéger donc des textes courts. Hein. Ça peut pas être un grand texte long, mais ça peut être des slogans, donc une phrase ou deux. Et ensuite, le deuxième outil le plus intéressant, pour votre site internet, ça va être le droit d'auteur. Donc, il faut savoir que pour la marque, vous avez des formalités à faire, des formalités de dépôt. En revanche, pas pour le droit d'auteur. Donc, c'est assez intéressant parce que vous avez une protection sans avoir à faire de formalités particulières obligatoirement, que vous tenez du droit d'auteur et qui va permettre d'appréhender beaucoup d'actifs comme les images, les textes, la charte graphique, potentiellement le code informatique, les logiciels. Ça peut recouper aussi un certain nombre de choses qui peuvent être protégées par une marque, comme les slogans, les logos. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, être un petit peu plus technique, la propriété intellectuelle, en fait, se compose de deux branches. Vous avez ce qu'on appelle la propriété industrielle, parmi lesquelles figurent notamment les marques, aussi les brevets, les dessins et modèles. Et cette propriété industrielle, elle suppose des formalités de dépôt auprès de l'INPI, en l'occurrence en France. La deuxième branche est constituée par ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique. Dans cette catégorie figure notamment le droit d'auteur, aussi les droits des producteurs de bases de données. Et la caractéristique de la propriété littéraire et artistique, c'est que vous n'avez pas de formalité particulière à faire. Il peut être pertinent de faire des formalités afin d'assurer la preuve de vos droits et la preuve de l'antériorité de vos droits, mais ce n'est pas strictement nécessaire pour que vos droits existent. Alors que du côté de la propriété industrielle, vous êtes obligé de passer par des formalités de dépôt et vous devez payer une redevance à l'INPI et vous devez surveiller le renouvellement. Donc voilà, on va dire qu'il y a un côté plus formaliste dans la propriété industrielle. Après, ça a un certain nombre d'intérêts, notamment en termes de preuves. Et donc voilà. Et de l'autre côté, du côté du droit d'auteur, moins de formalités. Par contre, peut-être un peu plus de difficultés en termes de preuve de ces droits. Je vous présente ici un petit tableau. Donc, comme vous l'avez en diapositive, je vais pas vraiment je vais pas le commenter en détail. Dans ce tableau, je présente assez rapidement donc les différents leviers de protection et leur durée et la formalité qu'il y a à faire. Donc, pour ce qui concerne la marque, c'est sur celui-là que je vais insister et puis sur le droit d'auteur. Pour ce qui concerne la marque, ce qu'il faut noter, c'est que vous avez une protection de 12 ans qui est renouvelable indéfiniment. Et donc, cette protection, encore une fois, elle requiert un dépôt à l'INPI. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est renouvelable indéfiniment. Et que, 10 ans, ça vous laisse quand même le temps de voir venir. Donc, vous n'êtes pas tout le temps à faire des formalités de renouvellement de votre marque. Il ne faut pas manquer le moment où elle va être renouvelée. Et vous payez une redevance qui est assez raisonnable pour une protection d'une durée de 10 ans, mais que vous pouvez indéfiniment renouveler. Pour ce qui concerne le droit d'auteur, là, la formalité est facultative. Donc, comme je vous le disais, c'est pas constitutif du droit, c'est simplement pour pouvoir prouver vos droits qu'il est intéressant de faire un dépôt auprès d'un officier public ou d'une société d'auteur ou de déposer une enveloppe solo. Alors, concrètement, c'est quelque chose qui se dépose auprès de l'INPI et ça permet simplement de prouver l'antériorité de vos droits, de prouver qu'à telle date, vous étiez l'auteur de tel texte ou de telles images, etc. Et là, la durée de la protection est très longue puisqu'elle est de 70 ans à compter de la divulgation de votre œuvre quand vous êtes une personne morale, ou si vous êtes une personne physique, c'est 70 ans à compter de votre décès. Donc, c'est pendant toute la durée à partir de la création jusqu'à 70 ans après vos décès. Donc, ça va bénéficier à vos héritiers quand vous êtes une personne physique. Donc, vous voyez, marque et droit d'auteur, ce sont vraiment, de mon point de vue, les deux axes à privilégier pour protéger vos actifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, il y a une diapositive sur laquelle je vous présente un peu plus concrètement les aspects du droit d'auteur. Il faut savoir que
C'est ce qui est protégeable au titre du droit d'auteur, c'est ce qu'on appelle généralement une œuvre. Il faut savoir que vous pouvez avoir différentes formes d'œuvres et notamment si vous travaillez avec des sous-traitants, si vous les faites intervenir, ça peut devenir une œuvre collective. Donc, l'intérêt de cette diapositive, c'est quand même d'attirer votre attention sur le fait de bien maîtriser qui est l'auteur. Si vous voulez garder tous les droits de propriété intellectuelle et ne pas les partager, il faudra faire très attention dans vos contrats avec des prestataires potentiels. Par exemple, si vous faites faire des développements informatiques et que vous considérez que c'est vous qui allez en avoir les droits d'auteur parce que c'est vous qui faites le cahier des charges, etc., et que finalement, le prestataire n'est qu'un exécutant, typiquement, c'est extrêmement important de le préciser au stade du contrat. Si vous ne le faites pas, on risque de pouvoir considérer que c'est une œuvre collective et que votre prestataire a autant de droits que vous sur cette œuvre. Ça, pour certains sites internet avec des développements très particuliers et si ces développements particuliers sont stratégiques pour l'entreprise, ça peut poser problème. Et d'une manière générale, il faut se poser la question de savoir vis-à-vis de qui on va protéger sa propriété intellectuelle. Donc, ça peut être effectivement des partenaires, donc des sous-traitants. Ça peut être aussi des salariés. Et donc, notamment, si vous faites travailler des salariés en interne et qu'ils produisent une part significative de votre propriété intellectuelle et que cette propriété est stratégique, il sera important, là encore, dans le contrat de travail avec ces salariés, de préciser les droits qu'ils ont et afin de garantir que vous n'allez pas dépendre d'un salarié pour pouvoir exploiter votre propriété intellectuelle. Pour sécuriser d'une manière générale donc la propriété intellectuelle, la première chose à faire, c'est de ne pas porter atteinte à des droits antérieurs. Donc, il faut d'abord vous assurer que vous allez faire quelque chose d'original et que vous n'allez pas déjà enfreindre des droits de tiers. Et donc, le deuxième aspect, c'est de mettre en œuvre un faisceau de protection. Ça va dépendre de ce dont on parle. Si vous avez des employés, ça peut passer par des clauses dans un contrat de travail. Si vous avez recours à des sous-traitants, ça peut donc passer par des clauses dans un contrat de prestation de services. Si vous développez quelque chose avec des partenaires, ça peut être des clauses dans un contrat de coopération. Il faut noter que le secret, d'une manière générale, est une composante importante de la protection. Typiquement, pour le droit d'auteur, les droits commencent à courir à partir de la divulgation. Donc, c'est pas neutre. Pour ce qui est des brevets, il faut absolument que le brevet soit secret parce que jusqu'au moment de son dépôt à minima, parce que c'est une condition de validité du dépôt que ce soit quelque chose de nouveau et qui ne soit pas dans le domaine public. Donc, si jamais vous ne gardez pas le secret, ça peut même vous empêcher derrière de déposer valablement un brevet. Donc, le secret, c'est une composante qui est évidemment importante. Pour gérer ça, vous pouvez rédiger des accords de confidentialité avec les différents intervenants qui vont connaître l'information secrète de la propriété intellectuelle que vous développez avant qu'elle soit rendue publique. Il y a des questions de preuve, comme je disais, donc, qui peuvent se faire avec des dépôts facultatifs, mais qui aident à prouver vos droits, notamment l'antériorité de vos droits, c'est-à-dire la date à laquelle vous avez créé votre œuvre. Et donc, quand on passe sur la propriété industrielle, vous avez donc des dépôts, notamment pour les marques. Et puis, bien en aval, vous avez la veille de surveiller ce qui se passe pour pouvoir réagir assez rapidement si vous constatez une atteinte à vos droits. Maintenant, je viens un peu plus sur le nom de domaine. Alors, que signifie, je reprends un peu les questions aussi. Les droits voisins, c'est des droits qui sont dits voisins du droit d'auteur. Ce n'est pas la peine de développer ça dans le cadre de cette présentation. À mon avis, les éléments essentiels de protection sont vraiment le droit d'auteur et les marques pour l'immense majorité, en tout cas, des créations d'entreprises. On peut aller sur le droit des producteurs des bases de données si vraiment vous faites au cœur de votre activité se trouve la gestion de données. On peut avoir d'autres choses, mais vraiment l'essentiel, ça va être quand même les marques et le droit d'auteur pour l'essentiel des entreprises. Le dépôt de marque peut être notifié via un C entouré d'un cercle. Faut-il mentionner la date de l'année de dépôt ou de l'année en cours? Alors, non, le dépôt de marque n'est pas notifié par un C entouré d'un cercle. Le C entouré d'un cercle signifie copyright et donc on parle plutôt du droit d'auteur. Bon, copyright, c'est quelque chose qui est plutôt valable en droit américain, pour être précis.
Et chez eux, le C de copyright s'oppose au R de registered. Et en l'occurrence, quand vous avez une marque enregistrée, donc eux, ils parlent de registered trademark. Quand vous avez une marque enregistrée, ça correspond exactement en France au dépôt d'une marque à l'INPI. Vous êtes sur de la propriété industrielle. Quand vous avez un C, ça correspond à du droit d'auteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas une formalité de dépôt qui a été faite. Donc voilà, en droit américain, le C et le R, copyright et registered. Et donc, en l'occurrence, le C, vous pouvez le mettre au bas de chaque page de votre site internet ou au bas de diapositive, comme c'est le cas là pour ma présentation. Et là, ça veut simplement dire que c'est juste à rappeler qu'on a un droit d'auteur et donc préciser qui est l'auteur. Donc souvent, on va avoir copyright et puis le nom de la société. Vous pouvez effectivement préciser la date. Ça se fait habituellement, notamment sur les sites internet. L'idée étant que, comme le droit d'auteur la durée du droit d'auteur court à partir de sa divulgation, généralement, on précise la date. Bon, après, en pratique, notamment sur un site internet, la date va changer automatiquement tous les ans, alors que le contenu a été créé antérieurement et qu'il n'a pas été nécessairement mis à jour. Donc, bon, l'histoire de la date, c'est pertinent, mais en pratique, c'est pas forcément facile à gérer. Que conseille-t-on aux artistes qui vendent en ligne pour protéger leur création? Ça dépend de ce qu'ils vendent. Mais d'une manière générale, ils doivent avoir un droit d'auteur. Et a priori, le plus simple, c'est de ménager la preuve de l'antériorité de leurs droits et de ne pas faire des formalités spécifiques, en tout cas pas au type de la propriété industrielle. Pour des photos et pour des peintures, oui, vous avez un droit d'auteur. Donc là, on est vraiment dans ce que je disais qui existe, donc une protection qui existe sans dépôt. L'idée, c'est certainement de choisir un certain nombre d'œuvres stratégiques pour faire des formalités d'enveloppe solo ou de dépôt auprès d'un officier ministériel afin de mieux sécuriser ce qui est stratégique, mais à étudier. Mais a priori, l'idée n'est pas forcément de faire un dépôt sur chaque œuvre. Je prends l'exemple d'entreprise dans le secteur de la bijouterie. Donc, leur métier habituel, c'est de développer des nouveaux bijoux, donc de créer des nouveaux designs et donc derrière de les produire. Donc, d'abord, on passe par une phase de dessin et donc de création artistique et ensuite, on est en production. Eh bien, habituellement, les entreprises dans ce domaine-là ne vont pas chercher à protéger chacune de leurs créations parce que le cœur de l'activité, c'est de créer pas tous les jours, mais toutes les semaines, des nouveaux designs. Et donc, on ne va pas passer son temps à déposer des dessins et modèles en pratique. Donc, voilà, il ne faut pas forcément être trop anxieux sur la propriété intellectuelle non plus. Il faut identifier ses actifs stratégiques. Il faut clairement protéger par une marque un certain nombre de signes très stratégiques. Il faut protéger ses droits, la preuve de ses droits au titre du droit d'auteur par le dépôt d'enveloppes solo sur un certain nombre de créations qui paraissent un peu clés, mais pas forcément chercher à déposer tout. Ça va dépendre aussi du rythme de création. Si on fait une peinture tous les 4 mois, on peut très bien effectivement déposer une enveloppe solo pour chacune des peintures. Si on en fait une tous les 2-3 jours, voilà, c'est peut-être pas le même enjeu. Voilà, c'est quand même à chaque fois du cas par cas. Là, je fais un petit focus sur le nom de domaine. Ça peut être transcrit pour le nom d'une application, le titre d'un livre électronique, le nom d'une page. L'idée, c'est que pour protéger cet actif qui est généralement un actif stratégique pour une entreprise, vous devez d'abord définir une logique. Est-ce que vous allez partir sur un signe distinctif ou un signe qui ne l'est pas? D'une manière générale, en tout cas, le site devrait être licite, disponible et loyal. Et vous devrez faire une recherche d'antériorité pour savoir donc, si vous pouvez utiliser ce signe. Quand je parle de signe, je veux dire, ça peut être une marque, ça peut être un nom. C'est le terme générique pour décrire ce qui est protégeable au titre d'une marque. Bon, ça, je ne développe pas forcément ces aspects de licéité, de la loyauté, de disponibilité. Je vous renvoie aux diapositives pour approfondir un petit peu.
l'idée, en tout cas sur votre nom de domaine, c'est que vous pouvez très bien avoir quelque chose de descriptif et là, vous ne pourrez pas le protéger à titre de marque. Par exemple, le site internet droit.co, en soi, droit.co, c'est descriptif, ça parle de droit. Donc, on ne peut pas déposer droit pour définir des services juridiques parce que ça n'est pas distinctif. En revanche, si vous avez quelque chose comme FB Juriste, typiquement, on est sur un signe qui présente un certain degré d'arbitraire et c'est ce qu'on appelle un signe distinctif qui est protégeable et qui peut faire l'objet d'un dépôt de marque. Donc, c'est le cœur de la définition de la marque que votre signe doit être distinctif. Ce signe-là, il peut être donc déposé à titre de marque, mais seulement pour certaines catégories de produits et de services. Vous ne pouvez pas avoir une protection pour un signe qui soit décorrélé des produits et des services que ce signe est censé désigner. Donc, vous allez être obligé de faire un choix dans la classification des produits et des services. Vous avez des classes et donc vous allez être obligé de définir dans quelle classe vous voulez protéger votre signe. Vous pouvez le protéger dans plusieurs classes, mais il faut savoir que vous devez exploiter votre marque dans ces classes pour que votre protection reste valable. Le dépôt de marque, le processus est assez simple. Il faut commencer par une recherche d'antériorité, ce qui, bon, en soi, n'est pas forcément l'étape la plus simple. Cette recherche d'antériorité, concrètement, je vous donne un guide. Alors, sur la page que je vous ai donnée, je vais directement… ou alors, peut-être que je viendrai après sur la page. Ouais, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de terminer la présentation juste des diapositives. Comme ça, on aura balayé un peu tous les sujets. Et après, de venir sur la page, ce qui permettra que je vous montre plus concrètement les différents modèles et ce que je vous propose. Lorsque le dépôt de la marque à l'INPI, nom et logo est fait, toutes ces vérifications sont faites par l'INPI, recherche d'antériorité, possibilité d'union, etc. Pas du tout. Ils le font simplement pour vous refuser potentiellement le dépôt de marque et vous partez dans une procédure administrative à ce moment-là, ce qui n'est pas souhaitable. C'est à vous de faire votre recherche d'antériorité et avant la recherche d'antériorité, de vérifier que votre signe peut être déposé parce qu'il est, encore une fois, typiquement licite, loyal. Donc ça, ce sont les trois conditions sur votre site, sur votre nom, pardon. Et il doit être licite, il doit être loyal. Licite, ça veut dire que vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser des titres professionnels protégés comme vétérinaire, architecte, médecin. On vous entend plus. Vous m'entendez pas? Moi, je t'entends. Tu m'entends? Bon, j'ai l'impression que moi, rien n'a changé. Bon, apparemment, les gens m'entendent. Donc, en tout cas, voilà, la licéité, ça, c'est une condition que vous devez contrôler. Ouais, Qui parle? Qui n'entend pas? Je pense que c'est un problème de votre connexion. Est-ce que quelqu'un peut dire s'il entend? Oui, c'est bon, ça va mieux. Oui, on je pense que c'est un problème de la connexion. Non, Ouais. on entend bien. Bon, d'accord, très bien. Alors, je continue, je pense qu'on entend bien. Et donc, du coup, voilà, ce que je disais, c'est la licéité. Bon, voilà, c'est à vous de la contrôler. La loyauté aussi, bien sûr. La loyauté, ça veut dire que vous ne devez pas utiliser des termes qui vont être de nature à tromper le public sur vos produits ou services. Par exemple, il peut y avoir des allégations comme l'origine française des produits. Si vos produits ne sont pas d'une origine française, c'est un problème de loyauté. Donc, licéité, loyauté, c'est à vous de le contrôler. Ça sera contrôlé par l'INPI, potentiellement par d'autres personnes plus tard dans d'autres cadres, mais y compris par la DGCCRF, par exemple. Mais en tout cas, c'est à vous de contrôler ces aspects-là. Et la disponibilité aussi, ce qui renvoie à la recherche d'antériorité, c'est également à vous de contrôler cela. L'INPI va faire son propre contrôle et si elle découvre que vous portez atteinte à des droits antérieurs, ça va vous amener à une procédure administrative qui sera globalement pas quelque chose de satisfaisant pour vous, qui va vous faire perdre du temps, qui peut vous exposer à un certain nombre de coûts. Donc, c'est important de faire vous-même cette analyse sérieusement avant de procéder au dépôt plutôt que de déposer un peu au hasard et de voir si ça passe.
Si vous faites ça, notamment, à minima, vous perdrez le montant des droits d'enregistrement de la marque. Vous ne serez pas remboursé parce que vous avez choisi un signe qui n'était pas, que vous ne pouviez pas déposer. Donc, les étapes, c'est une recherche d'antériorité. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous montrer avec les modèles, etc., un certain nombre de conseils. Ensuite, vous devez, dans le cadre du dépôt qui se fait en ligne sur le site de l'INPI, vous devez définir le type de marque. Est-ce une marque verbale, figurative ou semi-figurative? La marque verbale, grosso modo, vous déposez simplement un texte. La marque figurative, vous déposez simplement une représentation. Et la marque semi-figurative, c'est une association de la marque verbale et de la marque figurative. Vous déposez à la fois un texte et une représentation. Ensuite, vous devez… Donc ça peut être assez stratégique parce que dans certains cas, en fonction des résultats de la recherche d'antériorité, on va se diriger vers soit une marque verbale, soit figurative, soit une semi-figurative pour des questions d'ordre juridique. Il y a d'autres aspects que des questions d'ordre juridique qui peuvent vous amener à définir quel type de marque vous allez déposer. Il y a tout simplement la nature même de ce que vous déposez. Si vous déposez un logo, c'est une marque figurative. Simplement, vous pouvez déposer le logo avec en même temps le nom de votre société. Donc, auquel cas, vous avez une marque semi-figurative parce que vous allez associer les deux éléments, verbal et figuratif. Vous avez aussi des questions stratégiques si vous voulez couvrir plus ou moins. Dans certains cas, ça va être intéressant d'avoir une marque semi-figurative qui vous permet par un seul dépôt d'avoir une double protection et la protection verbale et la protection figurative. Mais c'est une protection qui est un peu moins forte que si vous faisiez chacun des éléments séparément. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a ce genre de considérations qui font que cette question de la définition du type de marque verbale, figurative ou semi-figurative, est importante. Elle doit être bien réfléchie. Dans beaucoup de cas, si vous voulez juste déposer votre nom, ça sera simple, c'est une marque verbale. Dans d'autres cas, ça peut être stratégique d'avoir cette réflexion et de bien mesurer les conséquences de son choix. Ensuite, donc, vous devez définir les classes de produits et de services stratégiques pour votre dépôt de marque. On ne peut pas tout viser, notamment, on n'a pas intérêt à le faire parce que si on n'exploite pas, on perdra ses droits pour les produits et services qu'on n'exploite pas. Et aussi, ça coûte forcément plus cher. C'est assez cher d'ajouter des classes de produits et de services. Donc, il faut définir les produits et les services qui correspondent vraiment à ce que vous allez faire, mais en vous laissant un petit peu de marge pour pouvoir laisser un peu d'ampleur à votre projet, laisser un peu de flexibilité, que vous puissiez appréhender des produits qui sont immédiatement à côté du cœur d'activité, mais sans aller trop loin. Donc là, il faut savoir ce qu'on va faire, savoir quels sont les développements possibles qu'on envisage et par rapport à ça, faire une sélection assez rigoureuse des produits et des services qu'on va désigner dans son dépôt. Et puis, bien entendu, vous devez aussi définir l'étendue de votre protection. Donc, si vous travaillez principalement en France, la marque française sera parfaitement adaptée. C'est le plus rapide et le moins coûteux. Si vous voulez travailler dans l'ensemble de l'Union européenne, il faut envisager une marque européenne, une marque communautaire. Là, le dépôt est un peu plus compliqué, c'est plus onéreux, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué parce que vous avez un risque d'opposition de la part de nombreux acteurs. Pour faire simple, quand vous allez déposer votre marque, les gens qui sont propriétaires d'une marque qui est assez proche de la vôtre vont être automatiquement notifiés par l'autorité administrative, donc que ce soit l'INPI ou au niveau européen, par l'organisation européenne qui s'occupe de ça. Et donc, du coup, vous avez un risque que ces personnes s'opposent en considérant que votre marque est trop proche de la vôtre. Et ce dépôt-là, c'est une procédure administrative qui peut être très longue, qui peut être assez pénible, qui peut être coûteuse si vous avez besoin d'avocats pour vous défendre dans cette procédure. Et donc, au niveau européen, ça peut prendre assez de temps, pas mal de temps d'aller au bout de ces procédures. Donc, mon conseil, c'est dans tous les cas, commencer par déposer une marque française où vous avez des risques d'opposition, mais moins importants en termes statistiques, en termes de volume, où le coût est beaucoup plus léger et la procédure, donc on peut espérer qu'elle sera plus rapide compte tenu de l'absence d'opposition. Donc, mon conseil, ce serait de toujours déposer une marque française, pour faire simple, pour avoir au moins une marque. Et si vous voulez viser l'Union européenne, de la déposer en plus, de faire un second dépôt qui va donc désigner tous les pays de l'Union européenne. Et puis, troisièmement, vous pouvez avoir une marque internationale si vous allez cibler des marchés comme Hong Kong, le Japon, etc. À chaque fois, vous devrez faire une formalité différente
qui va désigner chaque pays. Donc là encore, voilà, important de savoir le champ, l'étendue de votre protection. Maintenant, je passe rapidement sur les aspects autres que la propriété intellectuelle. Je vous parle un petit peu des mentions obligatoires du site Internet. Donc ça, vous le savez, vous avez des mentions qui sont obligatoires dès lors que vous allez utiliser votre site Internet pour avoir une activité économique, même si c'est simplement un site vitrine, vous aurez des mentions obligatoires. Donc, ces mentions, elles sont plus ou moins contraignantes. Si vous avez un site marchand, vous avez des informations supplémentaires qui viennent s'ajouter. Bon, c'est pas la peine de commenter ça spécifiquement. Vous retrouverez la diapositive que vous pouvez télécharger. Et puis, surtout, je vous donnerai tout à l'heure le lien vers les modèles qui sont adaptés pour les sites marchands et aussi pour les sites vitrines. Un mot sur les cookies traceurs, et c'est pareil, je vous renverrai après sur les modèles. Donc, vous savez, c'est quelque chose de particulier, c'est que sur vos sites Internet, vous avez un certain nombre de logiciels qui dépendent souvent de vos prestataires et que vous ne maîtrisez pas forcément, vous ne les connaissez pas forcément. Et ce sont des petits logiciels donc, qui vont permettre de suivre l'activité sur votre site. Et juridiquement, il faut savoir que vous avez des obligations et qu'on distingue deux cas en fait. On distingue des traceurs qui sont pas trop invasifs et qui sont indispensables au fonctionnement d'un site Internet, pour lesquels le consentement préalable de l'utilisateur n'est pas indispensable. C'est ce qu'on appelle des traceurs strictement nécessaires. Donc, strictement nécessaires, sous-entendu à la navigation. Comme par exemple, quand vous avez cliqué sur un lien, il va changer de couleur. Et donc, ça permet, en fait, le navigateur va juste se rappeler que vous êtes allé sur ce lien et ça vous permet notamment de revenir en arrière. Donc ça, on considère que ce sont des fonctions basiques, strictement nécessaires, qu'il n'y a rien d'invasif et vous avez des obligations d'information que ces traceurs existent et il y en a toujours sur un site Internet. Donc, vous avez nécessairement des mentions à mettre par rapport à ces traceurs qu'on appelle cookies. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une fenêtre et qui demande l'acceptation de l'utilisation de traceurs. En revanche, vous avez d'autres traceurs qui sont plus invasifs, qui demandent le consentement préalable de l'utilisateur. Donc ça, vous avez vu depuis quelques années, les sites Internet se sont mis maintenant de façon assez standard à avoir une fenêtre et on vous demande votre choix par rapport à l'utilisation des cookies. Vous pouvez limiter l'utilisation des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires à la navigation, donc notamment tous les traceurs marketing, etc. Donc voilà, vous devez simplement savoir que c'est vous qui êtes le responsable, même si ce n'est pas vous qui créez ces cookies, même si ce n'est pas vous qui les mettez en place, même si vous ne maîtrisez pas tout. Juridiquement, c'est vous qui êtes responsable, donc vous devez quand même vous renseigner sur la solution technique que vous utilisez, sur les traceurs qui sont mis en œuvre et vous assurer que le prestataire vous propose des mentions conformes et s'il ne le propose pas lui, il faut vous renseigner sur les mentions que vous devez afficher. Un mot sur les traitements de données personnelles. Donc, aujourd'hui, le RGPD est largement entré dans les esprits. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des obligations un peu à tous les stades d'un traitement de données personnelles. Avant même le traitement, dès la conception de vos traitements, vous devez vous assurer de concevoir des traitements conformes au RGPD. Vous devez tenir un registre, je vous donnerai le modèle, un registre des traitements de données personnelles que vous effectuez. Dans certains cas, si vous effectuez des traitements de données qui sont un peu sensibles, vous devez désigner une personne appelée DPO qui va être en charge des questions de traitement de données personnelles. Vous devez aussi, dans certains cas, effectuer des analyses d'impact. Et si les traitements sont sensibles, les données traitées sont sensibles, vous devez certaines fois faire des déclarations préalables avant le traitement et même obtenir des autorisations auprès de la CNIL, qui est l'autorité en France qui est compétente. Lors de la collecte, vous avez des informations obligatoires que vous devez donner aux personnes dont les données sont collectées. On y reviendra, je vous présenterai un modèle de politique de traitement des données personnelles. Et vous devez notamment dire quelle est l'identité du responsable du traitement, vous devez donner ses coordonnées, vous devez donner les finalités du traitement, vous devez citer les bases juridiques qui vous habilitent à faire ce traitement de données personnelles, vous devez mentionner les droits des personnes dont les données sont collectées. Donc voilà, il y a un certain nombre d'obligations au stade de la collecte, ce qui vous impacte de façon opérationnelle par rapport à la création de votre site Internet. Quand vous allez vouloir avoir des formulaires,
il faut prendre en compte le fait que ces mentions sont assez importantes. Donc, en pratique, en volume, donc en pratique, si vous voulez avoir un formulaire un peu plus apuré, etc., il faudra que vous fonctionnez avec un renvoi et que vous ayez une mention au niveau du formulaire très court, une mention très courte en disant les données sont collectées conformément à notre politique de données personnelles et donc avec un lien vers la page où vous allez avoir toutes les mentions. Donc voilà, ça, bien garder en tête que lors de la collecte, on ne peut pas se contenter de juste un formulaire et de prendre une adresse mail. Il faut que même dans cette petite fenêtre très simple, on ait d'une manière ou d'une autre un lien et puis une confirmation que les personnes acceptent votre politique de traitement en remplissant le formulaire. Et puis ensuite, vous avez des obligations en aval pendant toute la durée de conservation de vos données. Donc, notamment des obligations de sécurité. Vous devez limiter la durée de conservation des données. Vous devez les effacer si on vous les demande ou si on vous le demande ou après la durée de conservation que vous avez indiquée. Voilà, des obligations en matière de traitement de données personnelles qui sont un peu à tous les stades, en amont, lors de la collecte et en aval. D'un mot encore sur les données, l'hébergement des données. Donc aujourd'hui, avec l'utilisation de plus en plus du cloud computing, on a tendance à perdre un peu la maîtrise de la localisation des données. C'est un problème au regard du RGPD et notamment dernièrement, les États-Unis ont été sortis de la liste des pays autorisés pour le traitement de données personnelles par l'Union européenne. Et donc, la problématique, c'est que typiquement, vous ne devriez pas utiliser un certain nombre de prestataires américains qui vont héberger les données sur des serveurs américains si vous voulez être conforme au RGPD. Et vous devez vouloir être conforme au RGPD puisque c'est une réglementation obligatoire dans l'Union européenne et que les obligations sont assez sévèrement sanctionnés, y compris pénalement. Donc, cet aspect-là de maîtriser la localisation des données est aujourd'hui un enjeu parce que le cloud computing offre une grande souplesse. Donc, beaucoup de choses maintenant se font sur un support tiers. La problématique, c'est que vous avez vraiment besoin de savoir où sont les données pour respecter la réglementation européenne. Vous devez, d'une manière générale, connaître les garanties qu'offre votre prestataire quand vous utilisez du cloud computing, y compris en matière de confidentialité des données. Ensuite, d'un mot, bon, les conditions générales. Si vous êtes sur un site autre qu'un site vitrine, hein, si vous êtes sur un site marchand, vous allez nécessairement devoir publier des conditions générales. Alors, je prends quelques questions peut-être avant de développer ça. Est-on obligé de donner l'adresse sur le site internet pour une personne physique? Si vous faites une activité économique, oui. Vous devez absolument donner une adresse. Alors, je ne sais pas si on passe d'une adresse email ou d'une adresse physique, mais dans tous les cas, oui. Vous devez donner l'adresse de l'entreprise, ça fait partie des informations obligatoires. Les clouds européens, vous avez un certain nombre de prestataires qui sont européens et qui vous permettent de choisir où sont hébergées vos données. Vous avez des prestataires qui hébergent les données en France, d'autres en Allemagne, certains dans plusieurs pays de l'Union européenne. Donc, effectivement, il faut se renseigner sur ces prestataires. En tout cas, pour l'hébergement des traitements de données personnelles. Donc, sur les conditions générales, l'idée, c'est de distinguer, en fait, que ce soit pour des conditions générales de vente ou des conditions générales de service, de distinguer trois catégories. Est-ce que vous faites du B2B, ça veut dire est-ce que vous adressez uniquement à des professionnels? Dans ce cas-là, vous allez avoir des obligations assez allégées par rapport à vos mentions obligatoires dans les CGV ou les CGS. Est-ce que vous adressez à des consommateurs? Donc, est-ce que vous êtes en B2C? Auquel cas, là, vous aurez un formalisme beaucoup plus important. C'est nettement plus contraignant. Et troisième chose, est-ce que vous travaillez à l'international? Dans ce cas-là, vous aurez un certain nombre de particularités à prendre en compte si vous adressez à des clients internationaux. Je vous présenterai tout à l'heure quelques modèles de CGV. Bon, sur les contrats,
je ne vais pas développer cette diapositive-là. Le contrat sous forme électronique, juste vous dire que vous avez un certain nombre de mentions obligatoires, même si vous êtes en B2B, pour assurer la validité de votre contrat sous forme électronique. Un contrat sous forme électronique, ça peut être un échange d'emails, ou ça peut être un contrat basé sur votre site Internet avec donc différentes pages, différents écrans. Et donc, vous avez un certain nombre de mentions obligatoires qui sont nécessaires pour la validité de ce contrat. Quand vous êtes avec des consommateurs, donc en B2C, comme je vous le disais, vos obligations sont beaucoup plus importantes qu'en B2B. Vous avez des obligations d'information qui sont assez développées. J'ajoute, ça apparaît pas sur cette diapositive parce qu'on ne peut pas tout mettre, c'est notamment. Donc ici, vous avez une liste quand même des principaux points. J'ajoute une chose, c'est que vous avez l'obligation qui n'est pas bien connue des entrepreneurs. C'est une obligation depuis quelques années qui est de désigner un médiateur. Donc, si vous vous adressez à des consommateurs, si vous êtes en B2C, vous devez impérativement désigner un médiateur de la consommation et vous devez le faire en amont, avant même d'avoir un contentieux. Et vous devez donner ces coordonnées dans vos conditions générales. Et vous devez avoir d'une manière générale une clause un peu spécifique pour la médiation, je vous la montrerai tout à l'heure. C'est quelque chose que les entreprises ne connaissent pas beaucoup, qui est un peu structurant parce qu'en fait, vous pouvez pas vous contenter d'attendre qu'il y ait un problème pour dire voilà, je désigne tel médiateur. Vous devez en amont contacter un médiateur de la consommation et conclure un contrat avec lui par lequel il s'engagera à traiter toute demande de médiation qu'il y aurait. Et donc, vous allez devoir payer ce service. Donc, si vous êtes une activité classique non réglementée, c'est à vous de faire la démarche d'aller identifier un médiateur, de le choisir. C'est libre. Vous avez des gens qui sont enregistrés, qui sont habilités à être médiateurs. Et ensuite, vous pouvez assez librement choisir. Donc, vous pouvez faire jouer la concurrence, demander différentes formules, etc. Si vous êtes en revanche une profession réglementée, comme par exemple des architectes, des avocats, des médecins, dans la totalité des cas, à ma connaissance, votre organisation professionnelle aura désigné un médiateur. Donc, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas spécialement à payer, c'est à travers vos cotisations professionnelles habituelles que le coût du médiateur est supporté. Donc, vous n'avez rien de particulier à faire, si ce n'est que de savoir quel est ce médiateur, quelles sont ses coordonnées et d'insérer ces coordonnées dans vos conditions générales. Et troisième cas de figure, si vous appartenez à une organisation professionnelle syndicale facultative, donc je ne pense plus à des professions réglementées, mais si vous adhérez à un syndicat professionnel, ce genre de choses, il peut potentiellement, comme un ordre professionnel, il peut avoir désigné un médiateur et vous pouvez en bénéficier. Ça peut être inclus dans votre cotisation ou ça peut être une option à ajouter. Mais donc, ça peut être quelque chose à considérer si vous êtes déjà membre d'une organisation professionnelle. Vérifiez que à travers votre cotisation, vous ne payez pas déjà un médiateur. Bon, un mot rapide sur quel médiateur pour une activité réglementée, l'ordre, je ne suis pas sûr de percevoir la question. Pour une profession réglementée, il faut que vous vérifiez auprès de votre ordre. Et normalement, pour les avocats, par exemple, vous trouverez sur la page du CNBF le médiateur qui a été désigné par l'ordre. Et donc, du coup, les avocats ont juste à reprendre ces coordonnées et les insérer dans les conditions générales. Donc, c'est la même chose pour les autres professions réglementées. Voilà. Alors, un mot maintenant assez rapide sur quelques pratiques commerciales. Le démarchage à distance, donc typiquement par email, par SMS, par MMS, par quoi que ce soit, y compris même sur les réseaux sociaux, par des messages, etc. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est réglementé et que vous pouvez démarcher une personne morale
sans que cette personne ait eu le besoin de donner son consentement. Une personne morale n'a pas de droit d'opposition, donc toutes les adresses, contacts, le nom d'une société, vous n'avez pas de contrainte. En revanche, quand vous adressez à une personne physique, que ce soit un professionnel ou un consommateur, vous avez, cette personne en tout cas a des droits, et si c'est un professionnel, la personne a moins de droits. Elle doit simplement pouvoir s'opposer à l'utilisation commerciale de ces données. Mais si c'est un consommateur, vous devez avoir son consentement préalable avant de le démarcher. Bon, le démarchage téléphonique d'un consommateur, juste d'un mot pour dire que c'est très encadré et que c'est sanctionné si on ne respecte pas les droits des consommateurs. Un mot sur le référencement et les annonces sur Internet. Si vous utilisez des services de publicité comme par exemple Google Ads ou de la publicité sur Bing ou d'autres moteurs de recherche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du choix des mots-clés, tout n'est pas permis. Même si le consommateur ou le visiteur d'un site Internet ne va pas savoir exactement ce que vous avez fait, vos concurrents peuvent essayer de comprendre ce que vous faites. Et il y a un certain nombre de pratiques qui sont illégales. Par exemple, vous ne pouvez pas enchérir sur le nom d'un de vos concurrents. C'est-à-dire, en gros, à chaque fois qu'un consommateur va taper dans un moteur de recherche le nom d'un de vos concurrents ou le nom d'un produit bien connu d'un de vos concurrents, vous auriez, fait une enchère qui fait que votre annonce apparaîtrait. Si votre annonce est rédigée de telle manière qu'on peut avoir l'impression que vous êtes l'entreprise concurrente en question ou que vous êtes l'entreprise qui propose ces produits et ces services-là. Donc, en gros, si on a un risque de confusion, si vous enchérissez sur le nom d'un concurrent ou le nom d'un de ces produits ou services et qu'il y a un risque de confusion, on est sur une pratique qui est illégale et qui est sanctionnée. Ça ne vous interdit pas, en revanche, d'enchérir, bien sûr, sur des noms de produits ou de services génériques ou alors éventuellement d'essayer de cibler des gens qui vont chercher un produit concurrent qui serait bien connu, mais à condition que que rien ne soit susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur quant au fait que vous êtes un concurrent et que vous n'êtes pas le produit ou le service qu'il recherchait. Donc oui, on a l'obligation, pour répondre à la question, de prévoir la possibilité de se désabonner pour toutes les mailing lists, tous les mails qui sont adressés de façon récurrente. On a l'obligation de permettre ce qu'on appelle un opt-out, donc de se désabonner, de sortir de cette liste. Le consentement pour un traitement de données personnelles, concrètement, peut toujours être retiré. Donc, les personnes peuvent toujours vous demander de cesser votre traitement, en tout cas quand on est sur des activités marketing. Si les personnes ont conclu un contrat avec vous, je vous en parlerai tout à l'heure rapidement, elles n'ont pas du tout les mêmes droits, elles ne peuvent pas vous demander de cesser d'utiliser les données. Mais en revanche, pour toutes les activités marketing, oui, elles peuvent toujours refuser pour l'avenir des communications commerciales ou simplement d'informations qu'elles avaient acceptées dans le passé. Un mot quand même sur les contrats au sens large, les contrats de distribution que vous pouvez avoir. Donc là, on est un peu plus largement que votre site Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous travaillez avec des différents intervenants, vous avez des catégories de contrats avec des régimes qui sont assez variables et ça ne s'improvise pas. Typiquement, si vous êtes dans le domaine un peu de la distribution, vous avez des différences de régime très importantes entre typiquement la vente ferme, le dépôt-vente et recourir à des agents comme un agent commercial. Il faut savoir que le régime de l'agent commercial et celui du commissionnaire sont très différents, avec notamment un impact notable en cas de fin du contrat. Si vous mettez fin à un contrat avec un agent commercial, en principe, vous lui devez une indemnisation et une indemnisation assez importante. Alors que le principe, c'est que quand on met fin à un contrat avec un commissionnaire, normalement, aucune indemnisation n'est due, en tout cas tant que la rupture n'est pas brutale et abusive.
Donc voilà, y compris à l'intérieur d'une catégorie comme les intermédiaires, on a des différences de régime très notables entre les contrats. Entre la vente et le dépôt-vente, la différence, c'est que dans la vente, il y a un transfert de propriété qui est ferme. Donc, le distributeur a acheté les produits. C'est lui qui va gérer le risque de perte de ses produits pendant leur détention dans les stocks. C'est lui qui va gérer le risque d'invendu, etc. Alors que dans le dépôt-vente, vous restez, ou en tout cas la personne qui est le fournisseur dans le rôle de dépôt-vente, va rester le propriétaire. Et le distributeur ne va pas payer la marchandise, donc en termes de trésorerie, ça a un impact qui est assez notable. Il ne va pas gérer les risques de perte en principe. Enfin, ça peut être à modifier dans le cadre du contrat, mais il ne va pas en tout cas gérer le risque d'invendu puisqu'il n'est jamais devenu propriétaire des produits qui sont déposés chez lui. Et donc, c'est relativement protecteur, on va dire, du distributeur qui n'a pas à avancer de trésorerie, qui n'a pas à supporter de risque d'invendu. Il demande simplement au fournisseur de reprendre ses marchandises et de lui en proposer de nouvelles. Donc voilà, et ça c'est un exemple sur ça. Bon, on a la franchise, je ne vais pas développer ici parce que ça ne concernera pas forcément tout le monde. Mais donc, au stade de votre création d'entreprise, vous devez identifier ce dont vous allez avoir besoin comme contrat. Si vous avez besoin de contrats avec pour votre approvisionnement, donc avec des fournisseurs, si vous avez besoin de contrats avec des distributeurs, vous devez identifier vos besoins et définir les contrats qui vont être adaptés par rapport à ces besoins et aussi par rapport à vos intérêts, puisque certaines choses peuvent être faites vous avez plusieurs options qui sont possibles, mais généralement, vous avez des différences relativement importantes et stratégiquement, vous pouvez avoir un intérêt plus fort à utiliser typiquement un commissionnaire qu'un agent commercial. Inversement, si c'est vous qui êtes l'intermédiaire, ce sera sans doute préférable d'être un agent commercial plutôt qu'un commissionnaire parce que c'est plus protecteur. Donc voilà, il y a toute une réflexion à avoir au stade de ces contrats, de bien identifier les contrats dont on va avoir besoin, les contrats qui sont stratégiques dans son activité et de mesurer les différentes options qui se présentent à soi et les différences entre ces options. Un mot pour conclure sur cet aspect-là avant d'aller sur le site internet. Alors, on me demande juste si il y a une différence entre négoce et vente. Alors, la pratique souvent crée de nouveaux mots. L'affiliation, c'était à la mode pendant un temps, etc. Ça l'est toujours un peu, mais maintenant, l'affiliation d'ailleurs a changé de notion par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Maintenant, il y a une nouvelle notion de l'affiliation. Donc, ça, ce sont les termes de la pratique. Il faut définir exactement ce dont on parle. Comme aujourd'hui, c'est un peu moins à la mode maintenant, mais il y a eu le dropshipping. Enfin, c'est toujours à la mode, mais je veux dire, il y a un moment, c'était vraiment le nouveau concept. Donc, on a toujours des concepts comme ça. Négoce et vente, pour moi, négoce, ça veut dire simplement, ça renvoie à la notion de négociation. Donc, pour moi, ça ne veut rien dire de particulier. Vous pouvez faire du négoce en étant un intermédiaire, vous pouvez acheter ferme aussi. Donc, pour moi, le négoce, il faudrait qu'on m'explique le concept qu'on a en tête pour que je réponde. Mais voilà, le négoce, ce n'est pas une notion juridique. La vente, ça l'est. Alors, un dernier mot sur les contentieux en conclusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des actions assez spécifiques que vous pouvez mobiliser si vous constatez des atteintes à vos droits. Donc, dans le domaine de la propriété intellectuelle, vous avez différents fondements comme la contrefaçon. Donc, si on imite votre marque, vous avez une action en contrefaçon de marque. Vous avez une protection aussi de vos secrets, donc vous pouvez agir sur le fondement de la violation du secret de fabrication. Quand on a moins d'éléments, on a d'autres fondements qui sont plus larges, comme la concurrence déloyale, le parasitisme. Ça, ce sont des fondements qui vous permettent d'appréhender plus largement des pratiques qui ne vont pas être précisément une contrefaçon, mais qui vont donner, par exemple, l'impression que votre concurrent et votre entreprise. Donc, il va essayer de bénéficier de votre image de marque
et de proposer des produits et des services, et il va essayer de créer une confusion dans l'esprit du public quant au fait qu'il est une entreprise indépendante. Il va essayer de faire en sorte que les gens ne le voient pas et pensent que c'est vous. Donc ça ne va pas pouvoir toujours être appréhendé au titre de la contrefaçon, parce que les conditions strictes de la contrefaçon, par exemple, ne seront pas remplies. Mais en revanche, on aura d'autres fondements comme la concurrence déloyale et le parasitisme qu'on pourra utiliser pour aller appréhender cette pratique. Bon, vous pouvez aussi constater d'autres types de pratiques, hein, par exemple des commentaires qui seraient désobligeants et qui seraient faux et qui seraient faits par des concurrents, donc sur des forums ou sur votre propre site internet, etc. Donc là, vous avez des fondements potentiellement de diffamation, d'injures, de dénigrement. Donc en tout cas, vous avez un certain nombre de fondements que vous pouvez mobiliser pour protéger vos droits, particulièrement par rapport à la propriété intellectuelle et pour les pratiques sur Internet. En termes d'action, l'idée, c'est d'une manière générale de se réserver la preuve de l'action qui pose problème. Donc, il faut avoir le réflexe de pouvoir faire un constat. Le constat, ça peut être quelque chose d'assez simple, de faire un imprimé écran qui va vous permettre, donc si possible, de faire apparaître la date, de faire apparaître l'heure et qui va permettre d'avoir une représentation visuelle de ce que vous avez sous les yeux. C'est important parce que si vous passez par la fonction du navigateur qui est imprimée, la page risque d'être différente et la mise en page risque d'être différente. Et dans certains cas, l'acte qui vous pose problème ne sera pas aussi caractérisé sur cette vue-là que sur la vue imprimée écran. Donc, ce qui est important, c'est de commencer par faire vous-même votre propre constat avec un imprimé écran et en plus impression. Donc, il faut faire les deux parce que l'imprimé écran ne va pas vous permettre d'avoir la totalité de la page, notamment dans sa verticalité, souvent. Donc, du coup, il faut vraiment faire les deux. Il faut faire des imprimés écran, un ou plusieurs imprimés écran pour avoir la représentation visuelle. Et il faut faire en plus l'impression, passer par l'impression pour avoir le maximum de texte possible. Et ça, il faut le faire vous-même immédiatement parce que les pratiques peuvent bouger assez vite et des fois, on a des algorithmes qui génèrent une présentation de la page qui, elle, pose problème. Et d'expérience, j'ai déjà eu ça dans une procédure. On a ensuite du mal à le retrouver parce que c'était l'algorithme qui, à ce moment, voilà. Donc, il faut le faire assez vite soi-même dès qu'on constate le problème. Et dans un deuxième temps, si l'enjeu est important, etc., il ne faut pas hésiter à faire un constat d'huissier qui aura une force probante beaucoup plus importante que le constat que vous aurez fait vous-même. Donc, il faut vraiment faire les deux, faire son propre constat immédiatement avec des imprimés écran et passer par la fonction d'impression de la page. Éventuellement, vous pouvez prendre un téléphone et filmer la page et la dérouler. Enfin, en tout cas, il faut vous constituer vous-même vos éléments de preuve et puis réfléchir et voir si c'est pertinent d'avoir une force probante supérieure en s'adressant à un huissier de justice qui fera un constat. L'ordre d'idée, c'est que généralement, pour un constat sur un site internet, on parle de 150, 200 euros, 250, 300 euros, c'est cet ordre d'idée, ça va dépendre du volume, ça va dépendre de certaines choses. Et donc, voilà, faut mesurer si c'est pertinent de le faire, sachant que pour le coup, ça apporte une force probante beaucoup plus importante devant un juge. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez le premier réflexe, c'est de mettre en demeure la personne qui effectue cette action qui vous semble contraire à vos droits avant d'envisager des actions. Et là, on a différentes actions. On peut avoir des actions au fond, des actions en référé. Mais bon, la toute première chose, c'est de passer par le constat et la mise en demeure. Donc voilà, maintenant, ce que je vous propose, c'est, je continue à regarder s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le forum. On va aller sur cette page ensemble, si vous voulez. Je vais changer le partage d'écran pour basculer sur cette page et pour vous montrer un certain nombre de modèles. Alors, je vais faire un nouveau partage. Et donc, on va aller sur cette page. Donc, normalement, vous voyez le site internet, là, la page dont je vous avais parlé. Alors, je vous recolle le lien parce que je l'avais mis plus haut. Donc, pour ceux qui
ne le verrez pas, je recolle le lien vers cette page. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vous commente un petit peu. Donc, évidemment, je ne vais pas lire, ça, vous pourrez y revenir, c'est le but. Alors, ici, voilà, je vous avais parlé de la recherche d'antériorité. Donc là, sur ce lien, vous avez mes conseils pour faire votre recherche vous-même. Y compris, je vous donne les sources dans lesquelles moi j'effectue les recherches. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une recherche d'antériorité est toujours limitée parce que vous ne pouvez pas chercher dans toutes les sources du monde. Donc, faut accepter que c'est par définition limité. Je vous mets le lien direct pour ceux qui le souhaitent de la page qui s'affiche à l'écran dont je parle pour la recherche d'antériorité. Et donc, en ce qui concerne les sources, concrètement, il faut partir de la base des marques de l'INPI, qui va être le registre officiel des marques. Et ensuite, il faut élargir au RCS. Donc là, c'est le site officiel infogreffe.fr. Parce que sur la base des marques, vous n'avez que les marques françaises, européennes et internationales qui sont déposées ou enregistrées. Alors que sur le RCS, vous n'allez pas avoir les marques déposées et enregistrées, mais en revanche, vous allez avoir tous les noms commerciaux, certains noms de domaine, puisque de plus en plus, enfin, en tout cas, les entreprises peuvent déposer leur nom de domaine au RCS. Vous allez avoir donc les noms commerciaux, certains noms de domaine, les enseignes, les sigles, les dénominations sociales d'entreprise. Donc, vous allez avoir accès à beaucoup plus de signes potentiels. Donc, ça vous permet d'élargir votre recherche. Donc, on part de ce qui est le plus pertinent, à savoir les marques déposées et enregistrées, parce que c'est ce qui donne la plus grande protection. Donc, quand vous cherchez si des tiers ont des droits, vous allez commencer par ce qui est le plus pertinent. Ensuite, avec le RCS, on élargit, puisqu'on est sur des signes qui ne sont pas autant protégés que des marques, mais qui sont quand même assez protégés, en ce sens que notamment, il y a une date de dépôt au RCS, donc il y a une preuve d'antériorité des droits, etc. Donc, et là, on va élargir parce qu'au-delà des marques, qui est quelque chose d'assez restreint, on va viser toutes les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes, les sigles, les noms de domaine potentiellement. Ensuite, on va élargir en allant sur des moteurs de recherche. Donc, des moteurs de recherche connus, on peut en prendre plusieurs parce que les moteurs de recherche n'ont pas les mêmes algorithmes, donc les choses ne ressortent pas pareil. Et là, au bout d'un moment, il faut se limiter. Donc, si on veut vraiment faire une recherche approfondie, on peut faire 10, 15, 20 pages. Si on veut faire une recherche simple ou si on constate qu'il n'y a pas grand-chose, on peut se contenter d'une, 2 ou 3 pages. Bon, une page, c'est un peu court, mais 2, 3 pages, on va dire, ça donne déjà une bonne vision. Et puis ensuite, pour élargir encore plus, on peut aller chercher des noms de domaine en utilisant des bureaux d'enregistrement de noms de domaine. Vu l'explosion aujourd'hui des noms de domaine, on a des extensions qui sont considérables. Quand vous allez sur les sites de ces bureaux d'enregistrement, ça va vous permettre de voir très largement partout dans le monde si votre signe, le signe que vous voulez protéger, que vous voulez déposer à titre de marque, a été déposé par quelqu'un en tant que nom de domaine. Ça ne vous interdira pas de l'utiliser, mais ça va vous permettre éventuellement de recouper cette recherche-là, d'avoir identifié quelqu'un qui a déposé ce nom de domaine-là et d'aller voir déjà sur le site si c'est actif, s'il y a quelque chose. Et ça va vous permettre d'essayer de lancer une recherche dans un moteur de recherche sur lui pour voir ce qu'il fait, pour essayer d'en apprendre plus. En fait, l'idée ici, à la fin, c'est d'élargir pour essayer de voir si on ne peut pas identifier un acteur qui utilise ce signe et qui pourrait poser problème. Après, la principale difficulté, ça va être l'interprétation des résultats. Et c'est là que, bon, c'est pas forcément très simple. Il y a l'expérience qui entre en compte. Il y a aussi les connaissances juridiques, connaissances de la jurisprudence, etc. Et ça, c'est la partie la plus difficile. En fait, si vous trouvez rien du tout, c'est assez simple. A priori, c'est bon, vous pouvez faire votre dépôt et vous n'êtes pas obligé de consulter spécialement quelqu'un si vous n'en avez pas envie, si vous voulez économiser du temps et des frais. Si vous trouvez un certain nombre de choses et pour lesquelles vous avez un doute,
c'est à ce stade-là que l'interprétation ne va pas forcément être très aisée. Parce qu'il faut mesurer exactement quelle est l'étendue des droits antérieurs. Imaginons que vous trouviez quelqu'un qui fait une activité qui n'a rien à voir à côté de chez vous, a priori, et qu'il n'a pas déposé son signe comme une marque. A priori, ça ne devrait pas être un grand risque. Il faut quand même évaluer un peu mieux, mais normalement, ça ne devrait pas être problématique. Maintenant, imaginons quelqu'un qui fait exactement la même chose que vous, mais au Chili, et qui n'a pas déposé. Donc, vous allez sur son site internet, vous vous renseignez un petit peu et vous voyez qu'il ne cible pas le marché français, il ne parle pas en français ni en anglais, il ne parle. Donc, vous, si vous vous adressez à la France et au marché anglophone, imaginons que lui, il parle qu'en espagnol sur son site internet et qu'il s'adresse pas du tout à vos marchés. Alors même qu'il aurait la même activité que vous et qu'éventuellement il aurait fait un dépôt dans son pays, normalement, ça ne va pas vous empêcher de vous faire un dépôt dans votre pays en France. Et sur Internet, le problème, c'est que la notion de pays est un peu plus floue. Mais si vous vous adressez, au-delà de la France, à des marchés anglophones que lui, visiblement, ne vise pas parce qu'il ne s'adresse même pas dans cette langue-là aux clients, normalement, vous avez de bonnes raisons de penser que vous avez le droit d'utiliser le signe. Bon, voilà. Là, je vous ai donné des exemples assez simples et tranchés. Après, il y a beaucoup d'exemples plus flous où le curseur est moins facile à positionner. Et donc, dans ces cas-là, c'est vraiment le problème de l'interprétation. Ensuite, je reviens sur la page principale là, du guide. Alors, on me demande s'il est possible d'utiliser une partie du nom d'une marque existante si notre activité est complètement différente. Alors, la réponse précise sera oui ou non en fonction de quelle est cette marque, de sa renommée notamment. Ça a un impact dans l'analyse. Si la marque est très renommée, c'est plus difficile d'être relativement proche de cette marque. Ensuite, il faut voir quelle partie vous allez utiliser. Si c'est une partie qui, j'ai un exemple qui me vient en tête spontanément. On connaît la marque Monoprix, on a Monop. On connaît la marque Castorama, on a Casto. Si on est dans ce genre de choses, c'est-à-dire que vous voulez utiliser une partie d'une marque qui, dans l'esprit du public, désigne d'une certaine façon déjà cette marque-là, ça sera un vrai problème, ça sera impossible. Si en revanche, cette partie-là n'identifie pas spécialement cette entreprise, ça peut ne pas être un problème. Ensuite, donc, je reviens à l'écran pour vous dire voilà, le lien pour le dépôt de marque. Bon, là, sur ça, vous trouverez quelques renseignements sur le dépôt de la marque. C'est quelque chose, donc l'enregistrage d'antériorité et le dépôt de marque, c'est quelque chose ce sont des choses qui peuvent être simples et que vous pouvez potentiellement faire seul. Donc, en l'occurrence, si vous rencontrez pas de problème, si vous vous rendez compte que le signe paraît clairement disponible, voilà, c'est des choses que vous pouvez potentiellement faire seul. Et donc, là, les guides que je mets à votre disposition sont là pour vous aider à le faire. Ensuite, je vous avais parlé des mentions légales. Donc là, ici, sur ce lien, alors, je vais peut-être juste mettre, comme je l'avais fait tout à l'heure, là, je vais peut-être juste mettre les liens des pages dont je parle, parce que si vous voulez enregistrer ensuite le forum, vous pourrez tout retrouver. Les mentions légales. Donc, ici, vous allez trouver la liste plus détaillée des mentions légales. Ça, je ne vais peut-être pas spécialement vous donner le lien. Les mentions relatives aux cookies et aux traceurs. Donc, bon, ici, j'ai un certain nombre de contenus où je développe les obligations, mais vous pouvez aussi faire simple et aller juste au modèle de mention pour les cookies. Donc là, voilà, je donne ce lien. Bon, l'idée, c'est à chaque fois d'adapter sur mesure. En consultant ça, ça peut vous donner un peu une idée de ce qui est possible de faire, mais il faut à chaque fois que vous sachiez exactement quels sont les cookies qui sont mis en œuvre et que vous adaptiez les mentions par rapport à ça. Ensuite, en ce qui concerne les traitements de données personnelles, ce que je vous conseille si vous ne maîtrisez pas trop le RGPD, c'est d'aller sur ce lien et de faire. Donc, là, je vous propose un mini auto-audit. En fait, en répondant à ces questions en quelques étapes simples,
en fait, c'est pré-répondu, on va dire. Donc, je pose des questions et je donne les réponses et je vous dis par rapport à ça ce que vous devriez considérer au regard de vos obligations en matière de traitement de données personnelles. Donc, je vous conseille de faire ça pour une première approche si vous ne maîtrisez pas encore bien le RGPD. Bon, après, il y a différents liens. Je ne vais pas vous donner tous les liens à effectuer des traitements. Donc là, il y a un guide aussi où j'explique un peu plus. Je vous avais parlé tout à l'heure du modèle de registre. Donc ça, c'est obligatoire dès lors que vous effectuez des traitements de données personnelles. Un traitement de données personnelles, c'est dès lors que vous avez le nom d'un client, d'un fournisseur, d'un salarié, vous faites un traitement de données personnelles et vous devez avoir un registre qui va répertorier ces activités-là. Donc, ici, bon, je vous donne un exemple de registre assez simple qui peut être ici conçu plutôt dans un document traitement de texte type Word. J'ai un autre modèle que je publie aussi sur mon site internet qui est plus adapté à des traitements plus lourds qui seraient sous forme Excel. Bon, on a différentes approches, voilà. Ensuite, en matière de traitement de données personnelles, l'outil clé que je vous conseille d'utiliser, c'est une politique de traitement des données personnelles. Donc là, je vous donne le lien et à mon avis, c'est l'outil qui est le plus utile dans la grande majorité des cas. Donc, au lieu d'avoir juste des mentions isolées sur le RGPD, je pense que c'est plus simple d'avoir une approche où on va essayer d'avoir une politique qui va traiter de manière exhaustive l'ensemble des aspects, en tout cas qui concernent les clients dans cette politique-là. Bon, je ne vais pas avoir le temps de la commenter spécifiquement. Ce que je dirais juste, si on prend… alors, le modèle que je vous présente, c'est que vous avez des dispositions générales pour éviter de répéter plein de fois la même information. Donc, dans la première partie, l'idée, c'est de mettre les informations qui sont valables pour tous les traitements de données personnelles. Ça évite de répéter ces informations plein de fois. Dans la deuxième partie, on arrive sur des dispositions spécifiques. Donc, en gros, c'est là qu'on va mettre les informations qui concernent chaque traitement de données. Et donc, je vais en commenter juste un. Donc, quelque chose de classique qui est gestion de la relation avec nos contacts et prospects. Bon, il faut savoir que ça, c'est ce qui généralement est le moins problématique parce que normalement, vous n'avez pas demandé des informations très sensibles. Vous n'avez pas des informations sensibles, c'est des informations sur la santé, sur les origines des gens, sur les convictions religieuses, politiques, philosophiques, sur l'orientation sexuelle, ce genre de choses. Donc, normalement, dans une gestion de relations habituelle avec des contacts et prospects, vous n'avez pas à demander ce genre d'informations. Bon, encore que si vous êtes dans les autotests, etc., bon, aujourd'hui, ça va quand même très vite. Mais bon, si vous n'êtes pas dans ces domaines-là, de la santé, etc., vous allez demander des informations classiques comme le nom, le prénom, la civilité, monsieur, madame, etc., l'adresse, voilà, le numéro de téléphone, adresse email, etc. Ce ne sont pas des informations qui sont considérées comme sensibles, ce sont quand même des informations personnelles, elles ont quand même un degré de sensibilité, mais elles ne sont pas considérées comme particulièrement sensibles. Donc ici, vous allez devoir dire quelles données personnelles vous traitez. Donc, même s'il y a un formulaire et que dans votre formulaire, vous allez demander, il y a un certain nombre de champs, il y a un intitulé, il faut ici, dans la politique, dire quelles données vous traitez. Donc, en l'occurrence, usuellement, par rapport à des contacts et des prospects, vous allez dire les informations que je traite, ce sont civilité, prénom, nom, le nom de l'entreprise, la fonction au sein de l'entreprise, la profession, enfin voilà, ce genre de choses. Ensuite, vous allez devoir dire quelles sont les finalités de votre traitement. Donc, ça peut paraître un petit peu pénible de dire quelque chose qui semble évident, mais on est néanmoins obligé de dire ce qu'on va faire et voilà, de dire précisément ce qu'on va faire. Donc, en l'occurrence, ce traitement, il est destiné à gérer la relation avec les contacts et les prospects. Typiquement, vous précisez, par exemple, que c'est ce traitement qui va vous permettre de diffuser des informations sur les actualités de votre entreprise, ce genre de choses. Et ensuite, vous avez un troisième ordre d'idée dans vos obligations, c'est que vous devez donner la base juridique du traitement. Donc, vous êtes obligé de rentrer un petit peu dans la problématique du RGPD parce que vous ne pouvez pas juste vous contenter de faire un copier-coller et vous devez
comprendre un peu le fonctionnement. Et ici, vous êtes obligé de citer la base juridique. Donc, moi, grâce à ce modèle, vous avez normalement pas tout le travail de découverte, de compréhension de tout à faire. Mais néanmoins, vous devez quand même bien comprendre quel traitement vous êtes en train de faire quand vous pouvez avoir un traitement pour vos contacts et prospects, vous pouvez avoir d'autres contrats pour gérer d'autres traitements pour gérer vos contrats une fois que vous avez un client. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas les mêmes. Donc, vous êtes obligé quand même de vous intéresser un minimum. On ne peut pas faire juste un copier-coller et oublier. Il faut quand même rentrer un petit peu. Et cette politique, même si je pense que c'est une trame, je l'ai utilisée déjà avec beaucoup de créateurs d'entreprises, c'est une trame qui, à mon avis, est assez simple à utiliser. N'empêche qu'elle demande quand même un petit peu de temps d'appropriation, de compréhension de ce qu'on fait. On ne peut pas juste faire un copier-coller et se dire ça devrait aller. Donc là, ici, dans la base juridique, bon, moi, j'ai fait le travail pour vous. En l'occurrence, si vous faites bien ce traitement, la base juridique, c'est de dire que c'est l'article 6, paragraphe 1.a du RGPD. Vous devez préciser si la demande de données a un caractère contractuel ou non. Donc là, oui, elle l'a. Contractuel, ça veut dire que les gens, le font non pas en vertu d'une obligation réglementaire, mais parce qu'ils l'acceptent. Donc, on est sur un caractère contractuel. Est-ce que la personne est obligée de fournir ces données, oui ou non? Là, en l'occurrence, elle ne l'est pas. Vous n'êtes pas obligé de fournir des données pour devenir prospect. Si la personne ne fournit pas les données, vous devez dire quelles sont les conséquences. Si elle ne donne pas les données, en l'occurrence, elle ne pourra pas recevoir vos précieuses informations. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu simpliste, mais c'est bien ça. Il faut bien détailler la base juridique, quel est le fondement du traitement de données, est-ce que c'est contractuel ou non, quelles sont les conséquences si on ne donne pas les données, ce genre de choses. Procédure d'acceptation de nos clients, ça ne va pas concerner beaucoup de gens, ça peut concerner des avocats, des banquiers, des conseillers financiers, etc. Ça ne va pas concerner beaucoup de personnes. Gestion de la relation avec nos clients. Là, je vous donne ça en dernier exemple. Ici, vous êtes sur un fondement juridique qui n'a plus rien à voir. Ça veut dire qu'une fois que vous avez quelqu'un qui est un de vos clients, vous êtes obligé de documenter, y compris pour des raisons comptables et fiscales, de documenter la relation avec lui. Et donc là, vous n'êtes plus sur le même fondement. Cette fois-ci, vous êtes sur l'article 6, paragraphe 1.d. La demande a toujours un caractère contractuel parce que la personne n'était pas obligée de devenir votre client. La personne est tenue de fournir les produits, de fournir ces informations si elle veut devenir cliente, en gros. Et quelles sont les conséquences si elle ne donne pas les informations? Elle ne peut pas devenir cliente, acquérir nos produits ou bénéficier de nos services. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est dans ce cadre-là, la personne ne peut pas exiger la suppression de ces données parce que vous avez des obligations comptables et fiscales de tracer le fait que cette personne est votre cliente. Donc après, je propose différentes clauses pour l'exécution des commandes sur le site Internet, l'analyse et l'amélioration des services, donc quand vous utilisez des choses, des traceurs marketing notamment. Mention spécifique pour Google Analytics qui renvoie au support de Google parce que personne d'autre que Google ne sait ce qu'il fait. Donc là, on est obligé de renvoyer à leur propre politique. Mais il faut avoir le même raisonnement si vous avez d'autres services tiers type Google Analytics. Il faudrait adapter ça et en fait renvoyer vers la déclaration de confidentialité de ce tiers. Réponse rapide à la question de savoir si le RGPD est aussi contraignant en B2B. Réponse rapide, oui. Oui, parce qu'on parle de données personnelles et donc dès lors qu'on identifie une personne physique, peu importe que ce soit un professionnel ou un consommateur. Dans le cas du RGPD, la notion de consommateur est a priori totalement absente. On parle juste d'une personne physique dont on identifie les données, quel que soit son statut. Même si c'est un fonctionnaire, par exemple, voilà, quel que soit le statut professionnel de la personne. Donc voilà, vous avez un certain nombre d'autres clauses. A priori, ça devrait couvrir assez largement les besoins, enfin en tout cas des entreprises classiques qui font pas, voilà, qui sont pas forcément dans le médical ou ce genre de choses. Et puis cette politique, j'ai le modèle aussi que je vous propose en anglais. Voilà. Alors, il est peut-être plus développé maintenant en français. J'ai peut-être pas, quand je l'ai mis à jour dernièrement en français, je l'ai peut-être pas mis à jour en anglais. Mais en tout cas, vous avez l'essentiel en anglais sur cette politique de traitement des données personnelles si vous adressez aussi à des clients anglophones.
En ce qui concerne plus particulièrement des conditions d'utilisation, on n'en a pas trop parlé, mais je vous donne un exemple. Si vous êtes sur une activité qui n'est pas la vente de produits ou de services, mais qui est vraiment, c'est votre site Internet qui est une plateforme, etc., vous pouvez avoir besoin de ce genre de modèle, alors qui risque de demander des adaptations parce qu'on est à chaque fois sur des choses très spécifiques. Mais là, c'est quelque chose qui peut être utilisé. C'est un modèle de contrat de licence de logiciel informatique ou d'application mobile. Ce modèle-là peut être utilisé pour des conditions d'utilisation d'une plateforme, d'un site, etc. Je vous avais parlé des modèles de CGV pour le e-commerce. Donc, je vous copie le lien aussi. Donc, c'est un modèle que j'ai essayé de faire le plus simple possible. On est obligé de préciser le processus de commande en ligne, donc on est obligé de détailler les différentes étapes. On doit donner les caractéristiques essentielles des produits, donc souvent on va le faire dans la fiche produit, donc on renvoie à ça. On a cette information obligatoire par rapport à la durée de disponibilité des pièces détachées, par rapport au prix des produits, mais là généralement on va renvoyer aux fiches pour chacun des produits. On doit absolument donner le délai de livraison. On est assez contraint par rapport aux frais de livraison. Là, on est sur des mentions des CGV adaptés pour les consommateurs, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a des contraintes qui sont assez fortes. Vous devez indiquer les moyens de paiement qui sont acceptés. Alors, la clause de réserve de propriété, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté à tous les modèles, mais en tout cas qui est extrêmement important. C'est une chose importante dans toutes vos relations, en tout cas B2B, mais ça peut l'être aussi avec des consommateurs. Et il faut dire que vous gardez la propriété exclusive de vos produits tant qu'ils ne sont pas intégralement payés. Bon, si on est sur un modèle habituel en e-commerce où les gens payent sur le site Internet, la clause n'a pas forcément d'objet, donc il faut considérer de l'enlever. Mais notamment si vous faites un crédit, si les gens peuvent payer en 3 fois sans frais, ce genre de choses, il est très important que vous ayez cette clause qui vous permet concrètement de différer le transfert de la propriété des produits. Et donc concrètement, si jamais vous n'êtes pas payé, ça vous permet par exemple d'aller saisir vos produits et donc de limiter vos pertes. Donc cette clause, elle est extrêmement importante, elle l'est beaucoup en B2B et dans le domaine de la distribution. Elle est presque vitale parce que notamment si vous avez un distributeur qui est en redressement, dans un certain nombre de cas, la clause de réserve de propriété est la seule chose qui vous permet de limiter un petit peu vos pertes. Avec des consommateurs, en fonction du mode de financement, ça peut être nécessaire. Ensuite, vous avez la clause sur le droit de rétractation, donc là qui est propre aux consommateurs. Donc, vous savez que les consommateurs ont en principe un droit de rétractation de 14 jours quand on est dans des ventes à distance. Ils n'ont pas à justifier d'un quelconque motif. Donc, ils peuvent sans aucun motif vous renvoyer les produits et demander le remboursement. Vous pouvez simplement leur faire supporter le surcoût au niveau des frais de livraison. Mais globalement, cette législation est très protectrice des consommateurs. Simplement, il y a un certain nombre de cas dans lesquels ce droit de rétractation ne s'applique pas. Par exemple, si vous avez des produits périssables, des denrées périssables, si vous êtes dans l'alimentaire, le droit de rétractation ne s'applique pas. Si vous vendez des logiciels, normalement, le droit de rétractation ne s'applique pas quand le logiciel a été reçu par le client puisqu'il a pu en faire des copies, etc. Si vous êtes dans un cas d'exception, il faut absolument que vous le sachiez et il faut absolument le dire. Parce que si jamais vous reprenez une clause type comme celle-ci qui dit que le consommateur a ce droit de rétractation alors qu'il ne l'a pas parce que vous êtes dans une exception, mais vous, contractuellement, vous venez de la lui donner par dérogation à la loi. Donc, il faut absolument que vous sachiez dans quel cas vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le cas d'une exception ou pas? Je vous ai mis à la fin de la clause quelques exemples. Le droit de rétractation n'est pas applicable pour les contrats listés à l'article, etc. Bon, ça, c'est une précaution, hein, justement, si jamais vous utilisez cette clause sans vous rendre compte. Et donc, on peut notamment citer les contrats qui seraient non soumis au droit de rétractation. Ça, dans le cas, typiquement, où vous avez des produits qui donnent droit à rétractation et d'autres qui ne donnent pas rétractation, si vous vendez plusieurs types de produits. Aussi, une petite remarque à cette occasion-là,
c'est que si vous adressez à des clients professionnels et à des clients consommateurs, si vous faites et du B2B et du B2C, vous devez vous poser la question de savoir si vous faites un même type, si vous faites des conditions générales uniques ou si vous distinguez pour le B2B pour le B2C. Si vous faites des conditions générales uniques et que vous dites rien, les clients professionnels auront des droits équivalents aux consommateurs que normalement ils n'avaient pas. Donc, vous leur donnez plus de droits. Maintenant, si vous dites dans les mêmes conditions que ces droits-là ne s'appliquent pas aux professionnels, ça peut ne pas être très vendeur. Donc, ce n'est pas un problème juridique, mais c'est un problème à apprécier pour vous d'un point de vue plus marketing, relation client. Et si vous faites des conditions différentes, parce que potentiellement vous avez des sites différents, ça peut être l'idéal, mais si vous faites des conditions différentes sur un même site, ça peut finir par devenir compliqué, le consommateur il peut se tromper de conditions générales, etc. etc. Donc voilà, tout est possible, il y a simplement un choix à faire si vous vous adressez à des clients B2B et B2C. Est-ce que je nivelle tout le monde par le haut parce qu'on ne peut pas niveler par le bas. Donc, est-ce que je mets tout le monde sous le même régime des consommateurs, donc je fais bénéficier les professionnels de ce régime? Est-ce que dans des conditions uniques, j'exclus systématiquement les professionnels quand ils n'ont pas les droits en vertu du code de la consommation qui sont donnés aux consommateurs? Ou est-ce que, enfin, je fais des conditions distinctes en fonction des catégories clients auxquelles je m'adresse? Bon, après, on a des mentions par rapport aux garanties, aux services après-vente. Et là, je viens juste à l'aspect médiation dont je vous avais parlé. Donc ici, vous allez retrouver la clause de médiation qui est un peu longue parce qu'on a cette deuxième partie avec le règlement extrajudiciaire des litiges où on doit donner le lien vers le site de la Commission européenne. Et ici, c'est là que vous devez donner les coordonnées de votre médiateur. Donc, voilà pour ce modèle de CGV vente e-commerce. Bon, le processus de commande, les actions promotionnelles licites, là je vous renvoie aussi les diapositives. Et donc, comme je vous l'avais dit, à la fin, vous retrouverez la présentation que vous pouvez télécharger, la présentation, les diapositives de ce jour. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je reste à votre écoute si vous avez des questions. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente continuation, une excellente création et tous mes voeux de réussite pour votre entreprise. Merci Franck pour la présentation. On a encore 5 minutes s'il y a de dernières questions. S'il y a des questions qui n'ont pas été vues dans le module de chat. Non, pas de questions. Moi, il y a une question. Vous m'entendez? Oui. Oui, tout à l'heure, j'ai vu quand il y a des litiges, il fallait faire des constats, etc. Et moi, j'avais ce genre de cas, par exemple, diffamation, etc. Donc, j'ai pris un print écran et je suis allée à la police. Déjà, j'ai dû tourner dans 3 commissariats qui puissent accepter parce qu'ils disaient que c'était mineur, ils n'avaient pas que ça à faire. Et une fois qu'ils ont accepté, ça a traîné peut-être 2-3 ans. Finalement, c'était un non-lieu, quoi. Donc, comment on peut avoir peut-être des recours un peu plus fonctionnels? Oui, il faut pas aller voir les policiers a priori. Hein. Il faut, encore une fois, plutôt faire des constats par vous-même. Si l'enjeu le justifie, faire des constats d'huissier parce qu'on aura un degré probant plus important. Commencer par une mise en demeure soit de vous, soit directement d'un avocat. Et ensuite, envisager d'agir directement devant un juge. En allant devant la police, vous vous mettez dans la dépendance de leur volonté d'agir ou pas. C'est vrai que la police peut s'occuper d'un certain nombre de constater, notamment un certain nombre d'infractions, etc. Mais ils ont beaucoup de choses à faire. Ils sont quand même obligés de prioriser. Et en matière commerciale, c'est pas quand même le cœur de leur vocation d'intervenir sur des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est plus clairement d'aller vous-même directement mettre en demeure et éventuellement lancer une action devant un juge.
D'accord. Bon, donc du coup, ça me ramène à une autre question. C'est pour une autre chose, on a appris un avocat. Et, donc, finalement, la personne est condamnée de nous donner une indemnisation. C'était l'ordre de 2 000 euros. Par contre, il y a la partie civile, c'était 20 000. Mais ça a duré aussi 5-6 ans. Finalement, cette personne est insolvable. La huissier, elle saisit ses comptes, il n'avait rien. Donc, au bout de 6 ans, on est toujours dans la procédure, mais j'ai 0 centime et j'ai payé des avocats, etc. Heureusement, j'ai une assurance qui me paye une partie. Mais enfin, comment on peut avoir plus de confiance en ce genre de système juridique? Ben, la confiance, ça, c'est quelque chose qui est en vous. Parce que moi, je Après, suis un peu déçue par toutes les actions que j'ai lancées. ben, on peut être que déçu parce que quand on est dans des contentieux, de toute manière, même si on obtient gain de cause, à la fin, on aura mis du temps pour obtenir gain de cause et on aura eu des tracas pour obtenir gain de cause. Donc, de toute manière, de mon point de vue, bon, il peut pas, enfin, c'est difficile d'avoir un contentieux heureux, quelle qu'en soit l'issue. Là, en l'occurrence, quand on n'arrive pas à recouvrer ses créances, c'est d'autant plus problématique. On a exposé des coûts, etc. Malheureusement, ça fait partie du risque inhérent à toute procédure. On ne peut jamais garantir que, alors même qu'on est dans son droit, déjà, on ne peut jamais garantir qu'on arrivera à démontrer et à convaincre les juges qu'on a raison. Parce que des fois, il y a des éléments de preuve, parce que des fois, il y a des éléments qui échappent à la rationalité. Donc, de toute manière, l'aléa juridique, l'aléa judiciaire, en tout cas, il est consubstantiel à toute procédure. Et derrière, quand bien même on a gain de cause, on ne peut pas garantir qu'on y arrivera à exécuter. C'est-à-dire qu'on arrivera à recouvrer les créances, etc., etc. Et dans certains cas, notamment si l'enjeu financier n'est pas très important, ça peut être préférable de même laisser tomber parce que ça peut revenir à trop cher de chercher à exécuter, s'il faut payer des gens pour identifier où sont les actifs, etc., etc., etc. Donc malheureusement, il n'y a pas de réponse très satisfaisante là-dedans. Il faut être combatif et il faut essayer d'avoir un huissier qui soit combatif, etc. Mais à la fin, on ne pourra jamais garantir que on arrivera à avoir raison en justice et qu'on arrivera en plus à faire exécuter la décision de justice qui nous serait favorable pour des questions très pratiques, pour des questions que organiser son insolvabilité, notamment pour des gens qui travaillent à l'étranger, qui ont accès à potentiellement, qui peuvent transférer leurs actifs, si c'est des actifs financiers très facilement. Il y a des choses qui sont concrètement hors de portée. Et pour avoir travaillé beaucoup sur des contentieux comme ça, y compris des contentieux internationaux, y compris contre des escrocs internationaux, c'est pas forcément facile quand les gens sont assez organisés. Il faut anticiper que le recouvrement, ça n'est pas forcément possible. C'est la raison pour laquelle ça doit amener en amont de contentieux à mettre en place un certain nombre de processus pour essayer d'être le moins exposé possible. Par exemple, essayer d'avoir des paiements d'avance ou d'avoir des paiements au plus tard à la livraison de la marchandise parce que c'est votre meilleure garantie, alors que si vous laissez la marchandise et que vous attendez l'argent, là, vous êtes dans une situation forcément nettement plus faible, quoi. Essayez d'avoir toujours une clause de réserve de propriété quand vous vendez des marchandises, si jamais vous êtes obligé d'accepter qu'elles ne soient pas payées immédiatement, d'avoir cette clause. Donc voilà, on a un certain nombre de choses qu'on peut faire en amont pour essayer d'être dans la meilleure situation possible. En aval, une fois que le risque est réalisé, qu'on est dans la procédure, on a aussi plein de choses qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux, mais on n'aura jamais de garantie. Et voilà, la situation que vous décrivez en elle-même n'est pas surprenante. Elle est dommage, mais en elle-même, malheureusement, elle n'est pas surprenante. Ok, merci. Je vous en prie. Bien, ben, du coup, on est arrivé à l'heure de fin de l'atelier. S'il n'y a pas d'autres questions? Non, apparemment, il n'y en a pas d'autres. Ben, merci beaucoup. Encore à Courbevoie. Merci encore à Delphine, Anna, Nadine, à toute la ville de Courbevoie. Et merci de votre attention à tous les participants. Merci à toi, Franck. Merci. Et puis, on se retrouve pour le prochain atelier donc, du parcours la semaine prochaine.